je vais vous proposer de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de partir de l'idée qu'on ne sait rien, qu'on ne sait pas ce que c'est une nation, qu'on ne sait pas ce que c'est l'identité collective, et qu'on ne sait pas ce qu'est le nationalisme. Donc on va reprendre à zéro, et on va se servir un peu de l'histoire pour essayer de comprendre derrière ces termes, non seulement quel sens au singulier il peut y avoir, mais quel sens au pluriel il peut y avoir, puisque à partir du moment où les nations commencent à exister, c'est-à-dire à partir de la fin du XVIIIe siècle pour certaines d'entre elles, comme la France, et le XIXe siècle pour une bonne partie d'entre elles, il y a évidemment des débats extrêmement importants, et non seulement des débats, mais des luttes, des batailles, sur le sens que peut avoir le mot nation, sur la façon dont on doit l'organiser, sur l'homogénéité ou le pluralisme qui doit exister au sein d'une nation, sur le rapport qu'il peut y avoir une nation avec les autres. Et évidemment, chacun de ces éléments correspond à des options politiques, sociales, culturelles, etc. Voilà. Alors évidemment, c'est pas en une soirée qu'on va tout analyser, mais peut-être qu'on peut déjà débroussailler un peu en étudiant quelques éléments. Et je vous proposerai de commencer en s'attardant sur le nationalisme, et après d'y adjoindre la question identitaire. En vérité, on va le dire, évidemment ça joue ensemble, mais pour la clarté de l'exposé, je vous proposerai de les distinguer un peu. Nationalisme, on va le voir, ce n'est pas qu'une conception des relations internationales. Est-ce qu'il faut, pour défendre sa nation, est-ce qu'il faut être plus ou moins agressif avec les nations voisines? On va voir que les éléments intérieurs, de politique intérieure, sont au moins aussi déterminants que les éléments de politique extérieure. Pour essayer de déjà débroussailler un peu, je vous propose de partir du début, en quelque sorte, c'est-à-dire de la Révolution française et des débats qui se sont noués autour de ces questions au cours de la Révolution française. Il y en a essentiellement deux qui sont pour nous particulièrement intéressants et significatifs. Le premier, c'est un débat qui a lieu en mai 1790, qui est pas encore un débat sur l'entrée ou non en guerre de la France, mais déjà un débat s'il faut qu'elle s'arme pour la faire, la guerre. Et aussitôt, les révolutionnaires posent la question, et si on fait une déclaration de guerre, etc., qui l'a fait? Vous savez, en 1790, il y a encore le roi, on est dans une monarchie constitutionnelle, il y a le roi et l'Assemblée, et se pose la question, qui c'est qui déclare la guerre? Est-ce que c'est le roi, ou est-ce que c'est l'Assemblée, ou est-ce que c'est le roi contrôlé par l'Assemblée, ce qui sera un peu la solution proposée? Et c'est déjà un débat sur qu'est-ce que c'est une nation et qu'est-ce qui doit l'animer. Deuxième débat, il a lieu d'octobre
1791 à avril 1792. Et là, c'est vraiment un débat sur est-ce que la France entre en guerre. La guerre n'y est pas encore. Évidemment, il y a un certain nombre de puissances qui sont hostiles à la France parce qu'elle a fait la Révolution, mais qui ne lui ont pas déclaré la guerre, et c'est la France qui va déclarer la guerre finalement, à l'issue d'un débat qui est particulièrement intéressant pour nous. Quelle relation avoir avec les autres nations, hein? On est au moment de la Révolution française, grâce à l'Assemblée nationale, mais aussi grâce à la mobilisation populaire, la perception de la France comme une nation devient de plus en plus nette. Mais on est une nation. Comment on va envisager la politique internationale, ce qu'on appellerait aujourd'hui la politique internationale. Et les révolutionnaires, et on verra que parmi les révolutionnaires, il y en a qui ne sont pas si révolutionnaires que ça, les révolutionnaires, ils insistent sur le fait que les valeurs, la volonté de justice qui animait les révolutionnaires au niveau de la nation prise comme du point de vue intérieur, eh bien, il faut que ces valeurs soient aussi prises en compte quand on s'occupe de politique extérieure. Je vais vous lire un texte de Volney qui dit ça très bien. Alors, je me sers pour ça d'un livre que je vous conseille vivement parce que on apprend beaucoup de choses, de Marc Bélissa, qui s'appelle Fraternité universelle et intérêt national, 1713-1795. Les livres de Marc Bélissa sur la Révolution sont souvent très pédagogiques et très intéressants. Alors, je vous lis un discours de Volney. Vous rechercherez, alors il parle aux députés, jusqu'à quel point la nation peut permettre au dehors un emploi secret ou public de son crédit ou de ses forces. Pourquoi le secret? Parce que c'est de ça dont on parle en ce moment-là. À ce moment-là, les partisans du roi disent il faut laisser tout le pouvoir de déclarer la guerre et de la faire au roi, et techniquement on ne peut pas faire autrement puisque par exemple il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises de façon secrète, etc. Les révolutionnaires, ils vont répondre, on n'en veut pas du secret, des intrigues des ministères, etc. On veut justement que ça se passe autrement. Vous discuterez en quel sens et sous quel rapport les États doivent exercer des influences réciproques. Influence réciproque, déjà, le ton change par rapport au discours habituel sur des relations qui sont plutôt unilatérales. Alors, rassurant l'Europe tant de fois alarmée sur la puissance de cet empire, c'est-à-dire la France, vous prouverez que vous n'avez pas fait une vaine ostentation de principe dans vos déclarations de droit. Vous montrerez que ces mêmes règles de justice que vous avez reconnues dans les particuliers existent aussi dans les nations. Que la grande société du genre humain, les peuples, ne sont que des individus qui, doués des mêmes facultés et investis des mêmes droits, doivent être soumis à des lois semblables.
que nul peuple ne peut se permettre chez un autre une tyrannie qu'il ne souffre pas chez lui. Vous montrerez que ce sont des alliés que vous demandez et non des sujets, une fédération et non un empire. Et par un décret mémorable monument de modération, vous fixerez à l'Empire français les limites que la nature même lui a désignées. Pas de guerre de conquête, pas d'utilisation de la force militaire contre notre peuple. Précisons quelles sont nos frontières et ne dépassons pas ces limites, etc. C'est-à-dire, la révolution que nous avons faite, les valeurs que nous avons mises dans cette révolution, eh bien, trouvons les moyens de les réinvestir dans la politique internationale. Oui, c'est extrêmement fort parce que c'est totalement en rupture avec le discours qui avait lieu jusqu'ici. En introduisant les valeurs, les considérations éthiques, les fondements qui sont les fondements même de la Révolution, les droits de l'homme, on est en totale rupture avec une vision cynique des rapports de force qui prévalait. Et vous avez vu que déjà Volney n'a pas du tout peur de s'atteler à une transformation complète des relations internationales. Nous sommes révolutionnaires dans le pays, nous voulons être révolutionnaires dans les relations internationales. Là, ça aurait été très simple si tous les révolutionnaires étaient d'accord là-dessus. Comme vous imaginez, ce n'est pas le cas. Cette attitude révolutionnaire va se heurter très violemment à une attitude tout opposée qui va au contraire porter à revenir aux traditions internationales telles qu'elles existaient, au positionnement traditionnel. Pourquoi ? Vous comprendrez pourquoi en entendant ce que disent les gens qui défendent cette position. Je commence par Mirabeau. Bélissa annonce cette citation en disant « Mirabeau agite le chiffon rouge des passions populaires ». Voilà ce qu'il dit Mirabeau. « Ne craignez-vous pas que le peuple instruit, que ses représentants déclarent la guerre en son nom, ne reçoivent pas, c'est-à-dire pas que ce soit le roi, mais que ce soit l'Assemblée nationale qui déclare la guerre, ne reçoivent par cela même une impulsion dangereuse vers la démocratie. » Le discours, c'est de dire la démocratie, et finalement, ça n'existe pas vraiment, ou plutôt l'oligarchie. La démocratie, évidemment, c'est l'oligarchie dit Mirabeau. Que le vœu de la guerre et de la paix ne parte du sein des provinces, ne soit bientôt dans les pétitions, et ne donne à toute une grande masse d'hommes toute l'agitation qu'un objet aussi important est capable d'exciter. Ne comptez-vous pour rien le danger de transporter les formes républicaines, on est encore en monarchie constitutionnelle, à un gouvernement qui est tout à la fois représentatif et monarchique. Pourquoi ce genre de considération dans un débat sur la guerre ? Mirabeau, il fait partie de ces gens qui, en 1790, ont bien été des révolutionnaires en 1789,
mais trouvent que ça va trop loin. Ils veulent arrêter, ils le disent, ils veulent arrêter la révolution. Et ils veulent l'arrêter à un moment où cette révolution, elle est encore extrêmement inégalitaire, puisque la constitution que les constituants, comme on les a appelés, ont proposée, est une constitution censitaire. C'est qu'une partie des Français qui a le droit de voter avec cette constitution. Il y a bien eu la nuit des 4 août avec l'abolition des privilèges, mais un certain nombre de ces droits seigneuriaux oui, doivent être rachetés. Donc on est comme à mi-chemin. Et à mi-chemin, les gens comme Mirabeau, ils disent stop, arrêtez, parce que sinon ça va être trop démocratique, il le dit dans le texte, et le peuple, tous ces gens, on ne sait pas quelles idées ils vont avoir. Autant ils vont avoir l'idée d'une égalité radicale entre les gens, qu'ils vont pouvoir discuter eux-mêmes de tous les problèmes, etc., etc. Et il y a des pages et des pages de récrimination contre les révolutionnaires qui ne freinent pas à ce moment-là. Vous savez que Mirabeau, en plus, notre Mirabeau aixois national, si on peut dire, en plus, est corrompu parce que le roi, secrètement, lui verse de l'argent et il soutient le roi, tout en ayant l'air révolutionnaire dans ses discours. Mais il y a des gens qui ne sont pas corrompus et qui ont la même position que lui. Et un autre député provençal, il y en a un qui s'appelle Isnard. Isnard, alors vous voyez, le débat sur la guerre est un débat sur des questions intérieures, en grande partie. C'est-à-dire que les gens qui vont pousser à la guerre, c'est des gens qui vont dire c'est le seul moyen de conserver l'ordre, d'arrêter la révolution. Et pourquoi est-ce qu'il faut l'arrêter ? Nous voulons tous, c'est Isnard qui parle, ça aurait été votre député il y a quelques siècles, nous voulons tous la monarchie décrétée parce que j'ai mal lu. Nous voulons tous, affirme-t-il, Isnard, la monarchie décrétée, c'est comme ça qu'il l'appelle, parce que son unité convient à une nation de 25 millions d'hommes, et que, sans être incompatible avec la liberté, elle est préservatrice de l'anarchie. Nous voulons l'hérédité du trône, parce qu'elle est une digue contre l'ambition des grands citoyens, l'intrigue des factieux, etc., etc. Vous voyez, pourquoi il faut faire la guerre ? Parce que c'est le seul moyen d'arrêter ce torrent révolutionnaire. C'est ces gens du peuple qui croient qu'ils peuvent décider de tout et qui constituent des tas d'assemblées, de sections, d'endroits de communes où ils décident en fait. Effectivement, ils se rencontrent, ils discutent et ils décident. Et il y a une espèce de panique dans les rangs des révolutionnaires. Pas seulement dans les rangs royaux. Vous savez que Lafayette aussi va devenir un des plus fidèles alliés du roi. Et petit à petit, une partie des Jacobins, ce qu'on va appeler les Girondins,
Donc ils vont se détacher des... où il y aura Brissot, Condorcet, Vergniaud, donc des gens importants dans la Révolution, vont aussi freiner des quatre mains tout développement de la Révolution. Alors que les gens comme Robespierre, Pétion, etc., au contraire, voudraient que, par exemple, on abolisse le vote censitaire. Quel profit tirer de la déclaration de guerre? C'est que, à ce moment-là, il y a une communauté qui se forme, qui se formerait derrière le roi. Là où il y avait débat politique, hein, quel rapport avec la liberté, l'égalité, etc. Eh bien, se substituerait à ce débat extrêmement vif une communauté qui, derrière ses chefs, c'est des gens qui défendent aussi beaucoup qui voudraient rétablir la hiérarchie entre les officiers et les soldats, entre les nobles et les autres. L'ordre serait reconstitué. La discipline. Et aux passions révolutionnaires succéderaient les passions que maintenant on appellerait nationalistes. Alors, je vous lis une diatribe d'un député qui s'appelle Casales, qui fait partie de ces gens qui veulent arrêter la révolution. Alors, il parle de la politique extérieure, de la politique internationale. Ce n'est pas sur les principes vagues de l'humanité que des législateurs doivent établir leurs opérations. Ces principes embrassent tous les peuples du monde. Laissez ce sentiment qui n'est qu'ostentation, c'est-à-dire ce sentiment d'humanité, les valeurs universelles. La patrie doit être l'objet exclusif de notre amour. On ne doit aimer que sa nation, pas les autres. La conception qui pense le genre humain comme un universel, une humanité où tout, hein, c'est l'idée des droits de l'homme, où tout être humain doit être respecté, etc. C'est une ostentation. La patrie doit être l'objet exclusif de notre amour. Quant à moi, je le déclare, ce ne sont pas les Russes, les Allemands, les Anglais que j'aime, ce sont les Français que je chéris. Le sang d'un seul de mes concitoyens m'est plus précieux que celui de tous les peuples du monde. Oui. C'est pas simplement une position politique, c'est aussi la mobilisation d'une nouvelle forme de passion. Au lieu de la passion révolutionnaire de la justice, etc., c'est la passion qui défend notre clan, finalement, face aux autres, qui nous pousse à donner une place prééminente à notre nation. Et les Girondins vont ressortir de la naphtaline tous les ressorts, les recettes qu'on utilisait pour envoyer les soldats à la guerre. Donc l'honneur, la politique de puissance,
la grandeur de la France, etc., etc. Et les discours de Brissot, de ce point de vue, sont d'une banalité affligeante, mais parce qu'ils reprennent tous ces motifs qui sont les nouvelles passions qu'on cherche à inspirer aux Français. En expliquant que faire autrement, c'est des rêveries. Ça ne peut pas exister. Hein, une autre politique internationale, ça ne peut pas exister. De même qu'une nation qui soit plus démocratique, ça serait le chaos. Les révolutionnaires ne sont pas dupes. Et ils comprennent que là, il y a pas simplement un débat sur est-ce qu'on va se battre avec tel ou tel peuple, mais qu'il y a aussi une question de remise en ordre intérieur. Je vous lis un texte de Robespierre. C'est un magnifique discours qu'il a prononcé contre la guerre. La guerre est toujours le premier vœu d'un gouvernement puissant qui veut devenir plus puissant encore. Hein? La guerre est toujours le premier vœu d'un gouvernement puissant qui veut devenir plus puissant encore. C'est pendant la guerre que le pouvoir exécutif déploie la plus redoutable énergie et qu'il exerce une espèce de dictature qui ne peut qu'effrayer la liberté naissante. C'est pendant la guerre que le peuple oublie les délibérations qui intéressent essentiellement ses droits civils et politiques pour ne s'occuper que des événements extérieurs. Et il y a... Tout le discours serait à lire. C'est un discours qui, dans le fond, dénonce le nationalisme en expliquant que, à ce moment-là, dans l'urgence, avec la nécessité de donner plus de pouvoir aux gens qui l'ont déjà, finalement, on perd les droits politiques, la position qu'on avait acquise jusqu'ici. On se retrouve avec un pouvoir tout-puissant qui, au nom de la sécurité intérieure et extérieure, pourra nous imposer à peu près n'importe quoi. Et nos valeurs, c'est-à-dire la question de la justice, la question des droits, seront subordonnées à tout ça. Et du coup, éventuellement, disparaîtront. C'est pas que Robespierre qui intervient de cette façon. Sur l'honneur, hein, puisqu'on se remet à parler de l'honneur de celui qui va combattre. Alors, les Révolutions de Paris, qui est un journal révolutionnaire du moment, voilà ce qu'il dit. L'honneur du peuple français. Depuis que le peuple français tâche de devenir libre, ce mot est un mot vide de sens. L'honneur n'est qu'un aiguillon pour ses esclaves. C'est avec la vertu qu'on mène un peuple régénéré. Ce langage était bon sous le règne du despotisme. C'est aussi au nom de l'honneur qu'Alexandre et Louis XIV ont désolé la terre. Si les Français sont encore sensibles à l'honneur, qui les a conduits pendant 14 siècles, qu'ils renoncent à la Révolution. Ils n'en sont pas dignes. L'ambition, la gloire, etc. Sur tous ces recettes, toutes ces recettes qu'on remet à l'honneur, il y a des textes révolutionnaires qui y répondent en expliquant que ce sont des recettes.
que c'est avec ça qu'on mène les hommes, mais justement, on va pas se laisser, on n'est pas naïf, on va pas se laisser embrigader. Dans le premier débat, celui de 90, en fait, les révolutionnaires arrivent à arrêter le développement guerrier que l'exécutif voulait développer. Par contre, dans le deuxième débat, c'est les Girondins qui sont majoritaires dans l'Assemblée, qui ont des alliés, qui sont tous les gens qui défendent la monarchie. C'est eux qui gagnent, et du coup, il y aura la déclaration de guerre. Et cette déclaration de guerre, c'est déjà du point de vue de ce que signifient les guerres, parce qu'à l'époque aussi, elles sont longues et massacrantes. Ça va durer jusqu'en 1797. Et puis, ce que disait Robespierre va se passer, c'est-à-dire que les valeurs, le droit est mis sous le boisseau, et par exemple, on annexe la Belgique, on prend possession des Pays-Bas, et on rentre dans des tas de régions qu'on rançonne. D'ailleurs, on demande des millions, au nom de... C'est un raisonnement circulaire. On dit, mais pour rentrer dans cette région, on a dépensé beaucoup d'argent, maintenant il faut que vous nous donniez de quoi rembourser l'argent qu'on a dépensé de cette façon. Et assez vite, il apparaît que malgré le discours sur nous allons émanciper les autres peuples, en fait, c'est des guerres de conquête. Et à l'avance, Robespierre avait répondu, et c'est quelque chose que vous connaissez, je pense. Donc, Robespierre, la plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d'un politique est de croire qu'il suffise à un peuple d'entrer à main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Personne n'aime les missionnaires armés. C'est de là que ça sort. Et le premier conseil que donnent la nature et la prudence, c'est de les repousser comme des ennemis. Il l'avait dit avant l'entrée en guerre. Donc, vous voyez, ce débat, il nous montre déjà combien le nationalisme est très loin d'être simplement une conception des relations internationales. Le nationalisme, c'est d'abord une conception politique tournée vers l'intérieur. Et une conception qui cherche à substituer au débat démocratique sur les droits, la justice, etc., à substituer à cela une communauté. Vous voyez, dans les termes qui sont employés, ce n'est plus une société qui débat politiquement, c'est une communauté qui est derrière son roi et qui se bat, qui est mobilisée sur une cible extérieure. Et quand elle est mobilisée, comme le dit très bien Robespierre, eh bien petit à petit, les valeurs, la justice, etc. disparaissent, et c'est l'ordre, la discipline, etc. qui deviennent premiers. Je donne un deuxième exemple de la même chose, on pourrait dire, pour comprendre ce qu'est le nationalisme. C'est ce qui se passe après la défaite
de la France face à la Prusse en 1871. À ce moment-là, un certain nombre de gens qui étaient plutôt des gens progressistes, défendant des idéaux universalistes, des valeurs universalistes, etc., se retournent complètement en nationalistes. Et on va voir ce que ça veut dire. Je prends un exemple qui est peut-être un des plus parlants, qui est celui d'Ernest Renan. Il fait partie de ces gens qui, par exemple, aimaient beaucoup l'Allemagne, avaient des idées progressistes sur un certain nombre de questions, et qui écrit, après la guerre, un des écrits les plus réactionnaires qu'on a écrit à cette époque, qui sera d'ailleurs un livre de chevet, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, de Maurras. Qu'est-ce qu'il dit dans la Réforme intellectuelle et morale, donc, qui est publiée en 1882, mais qui a été écrit avant? Il dit que pourquoi est-ce que nous avons été battus? Nous avons été battus, dans le fond, parce que nous avons été trop démocratiques, parce que nous avons laissé trop le peuple s'exprimer, parce que nous avons accepté qu'il y ait un débat politique sur des questions de justice, qu'aujourd'hui on appellerait de justice sociale, sur la question de partage du pouvoir, etc. Il y a des expressions qui parlent d'elles-mêmes. Alors, il montre comment la France s'est perdue, et parce qu'elle a été trop démocratique, et est-ce que l'Allemagne, ça peut lui arriver? Il dit non, non, elle ne le saurait pas si l'on pouvait croire, si l'on pouvait croire que l'Allemagne sera entraînée à son tour dans la ronde du sabbat démocratique. Vous voyez, ce qui perd un pays, c'est le sabbat démocratique. C'est qu'on est trop démocrate. C'est qu'il y a trop de débats, qu'on laisse trop le peuple s'exprimer, etc. Ou le sabbat démocratique, où nous avons laissé toute notre vertu. Vous voyez, la démocratie, c'est ça qui nous rend faibles. C'est quelque chose qui nous divise, qui détruit la cohésion nationale, et donc qui nous rend particulièrement fragiles face à n'importe quel agresseur. Voilà, il explique la fausse politique de Rousseau l'emporta. On se laissa déborder par le peuple. On applaudit puérilement au désordre de la prise de la Bastille, sans songer que ce désordre emporterait tout plus tard. Vous voyez, pourquoi la France a perdu? Parce que nous avons trop toléré les libertés individuelles, l'égalité, l'expression du pluralisme politique, les débats, les désordres sociaux,
etc. Tout cela en se laissant griser, dit Renan, par une chimère de république. Et les Allemands, pourquoi est-ce qu'ils ont gagné? Eh bien, explique Renan, ils ont fait tout le contraire. Eux, ils ont tout misé sur l'ordre, la discipline. Ils se sont laissés, dit Renan, c'est lui qui emploie le terme, enrégimenter. Et grâce à ça, eh bien, ils sont devenus forts. Et ils nous ont battus. Les questions sociales, avant la guerre, étouffaient complètement les questions nationales et patriotiques. Vous voyez, c'est vraiment... il y a deux modèles. Le modèle de la politique démocratique, on pourrait dire, avec ce que ça peut entraîner, et le modèle de la communauté soudée, ordonnée, disciplinée, qui, comme un seul homme, sera capable de se battre contre les Prussiens. Parce que là, ce qui est en jeu, c'est la revanche et reprendre l'Alsace et la Lorraine. Donc, le nationalisme, ici, c'est une conception qui va faire triompher la conception communautaire de la cohésion nationale sur la conception politique, on pourrait dire, des débats, des luttes pour la justice, pour les droits, etc. L'embrigadement est nécessaire. C'est pas deux choses qui sont séparées l'une de l'autre. Ils sont pensés, là, par Renan par exemple, ils sont pensés ensemble. Il faut que l'un recule pour que l'autre avance. Il faut qu'il y ait moins de démocratie pour qu'il y ait plus de cohésion nationale. Et donc, le nationalisme apparaît bien ici comme une politique de remise en ordre. Ce que le roi, Mirabeau, etc. avaient très bien compris. C'est une façon, si vous voulez, c'est un discours hyper sécuritaire sur les questions internationales, qui exige l'ordre, la discipline, les nouvelles passions nationalistes, etc. Je laisse un petit moment Renan, on y retourne tout à l'heure. Ça, c'est pour présenter un peu ce qu'est le nationalisme. Le nationalisme, c'est pas simplement l'esprit de conquête. C'est une politique. Deuxième élément, que je sépare donc artificiellement du premier, mais évidemment ils jouent tous les deux ensemble, c'est la conception identitaire de la nation, qui est un peu la même aspiration à la communauté homogène, mais qui n'est plus qui n'est carrément plus pensée comme politique, mais qui est pensée comme culturelle. Cette aspiration qu'on a vue chez Renan à une communauté homogène, où les différences et les conflits seraient durablement neutralisés, elle semble totalement chimérique. Pourquoi? Parce qu'elle se heurte non seulement aux conflits inhérents au débat politique, aux conflits politiques, mais à la réalité extrêmement diversifiée des nations qui sont en jeu. Dans chaque pays, les langues, les religions, les coutumes
extrêmement diverses. En France, l'Allemagne ne va exister qu'à partir de 71-72. L'Angleterre, etc. Mais tous les pays. Alors là, il y a un autre livre dont je m'inspire. Alors lui que je vous conseille vivement sur toutes ces questions, il me semble indispensable. Parce que c'est un trésor de synthèse, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait un peu la synthèse des différents éléments historiques qui permettent de penser identité, nationalisme, etc. C'est Anne-Marie Thiès, un livre qui s'appelle « La création des identités nationales, Europe, 18e, 20e siècle ». La création des identités nationales. C'est, comme elle parle d'énormément de choses, il y a un côté un peu fouillis, passe d'une chose à une autre, mais il me semble que c'est la meilleure introduction à ces questions, en plus avec quelqu'un qui a une pensée critique. Anne-Marie Thiès, Thiie, 2SE, La création des identités nationales. Ce qu'elle montre, Anne-Marie Thiès, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, donc si on revient aux périodes où se sont développés les nationalismes, cette diversité, elle était encore beaucoup plus grande, évidemment, que ce qu'on imagine aujourd'hui. Pensez aux histoires de langue. La langue qui était parlée par l'élite à travers toute l'Europe, c'était souvent le français. Les écrits étaient souvent en latin. Et les langues populaires étaient diverses. Pensez en France, le breton, l'alsacien, les religions étaient différentes. Alors en France, il y avait eu la révocation de l'édit de Nantes, donc il n'y avait plus beaucoup de protestants. Par contre, en Allemagne, c'était complètement... il y a vraiment deux religions qui sont puissantes. Et les cultures, les traditions culturelles, etc., étaient aussi extrêmement diversifiées dans un pays donné. Donc, on avait affaire à un puzzle, mais où les pièces n'étaient pas prêtes à s'accorder les unes les autres. Alors, ce que montre Anne-Marie Thiès, c'est que tout au long du XIXe siècle, il y a un énorme effort pour rectifier les représentations. Faire que, malgré cette diversité, on imagine, fantasme, des nations homogènes. Et, deuxième plan, non seulement il y a cet effort extrême pour homogénéiser ce qui est en fait extrêmement divers, mais un effort pour transformer la société pour qu'elle corresponde au fantasme identitaire. On ne fait pas que travailler sur l'imaginaire, on travaille aussi sur la réalité de la société et on essaye de la rendre aussi homogène que possible. Et là aussi, il y a un effort énorme. Elle montre par exemple, pour les langues, il y a de très nombreux pays qui, à ce moment-là, alors qu'elles avaient des langues diverses, inventent une langue. Et on va voir, inventent une langue en disant que c'est la langue, qu'ils ont retrouvé la langue éternelle du peuple. Mais en fait, ils l'inventent et du fait qu'ils utilisent un certain nombre d'idiomes populaires, ils disent mais c'est la langue qui depuis le fond des âges est notre langue.
pas, elle n'a rien à voir avec les mélanges, l'évolution, etc. Et en fait, c'est une fabrication. Elle montre ça pour le Danemark, pour l'Albanie, pour le serbo-croate. Serbo-croate, pareil, hein, il y avait énormément de langues qui étaient parlées en Serbie, en Croatie, etc. Et alors, il va y avoir un double mouvement où on va d'abord unifier les langues, on pourrait dire, de la partie slave, et on va unifier aussi les langues qui s'écrivent en termes latins. Et à un moment, on va faire en sorte que ces langues se rapprochent tellement que on va créer le serbo-croate. Serbo-croate qui est écrit en cyrillique dans la partie serbe, qui est écrit en latin dans la partie croate, mais qui en même temps est présenté comme la même langue. Mais c'est un travail, la création des identités nationales, c'est un travail de fabrication. C'est pas du tout que ces langues étaient là, qu'on les a juste mises à jour. Donc, on va essayer de faire coïncider la réalité, mais on n'y arrivera jamais vraiment, avec ce fantasme d'identité nationale. Alors, qu'est-ce que c'est ce fantasme d'identité nationale? Précisons. Je vais vous donner d'abord un exemple qui n'est pas un exemple national, d'identité nationale, mais d'identité locale. C'est un petit livre qui servait en 1872 pour présenter le département du Bouches-du-Rhône. C'était une collection où il y avait tous les départements et sur chacun, donc on donnait des indications géographiques, etc. Et évidemment, il y a des indications culturelles avec la rubrique population, langue, culte. Alors, il y a la constitution physique de l'homme de Provence qui est bon, mais vif, heurté et divers, on va voir. Là, on peut le dire, chaque canton offre un groupe frappé à son type particulier. La vivacité et la finesse distinguent les habitants d'Orgon. Je ne sais pas s'il y en a ici, ils sont contents d'apprendre. Les Provençaux de Cuges, d'un tempérament sanguin, sont francs et enjoués, mais brusques et querelleurs. Ceux de Gémenos, doux et polis. Ceux de Livourne, sociables et très laborieux. Bienveillants à La Ciotat, les habitants sont intelligents à Cassis. Pleins de frugalité à Roquefort. Industrieux à Roquevert. Gais et travailleurs à Auriol, durs et forts à Gréasque et à Belcoden, simples et actifs à Aiguille, bons agriculteurs à Méreuil, sauvages à Venelle, etc. Parmi ces populations diverses, on retrouve les types des différentes races qui ont formé la population actuelle. C'est à Arles, surtout, que l'on rencontre ces trois types, grecs, romains et sarrasins, qui ont rendu célèbre la beauté des Arlésiennes. Et ils ont fait ça sur tous les départements. Dans tous les départements, vous avez les gays, les sanguins, Alors, ce que j'en retire avant de passer à l'identité nationale, c'est que il y a l'idée
d'une communauté qui est réunie pas par une politique, hein, c'est pas le maire, le fait qu'on a choisi de faire des choses ensemble, mais qui est réunie par une essence collective. Dans le fond, il y a des gens qui participent à la même nature et qui ont du coup les mêmes traits collectifs dès la naissance. Et comme ce n'est pas choisi, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. Ils sont comme ça. Hein, c'est leur identité collective. Et vous voyez que ici, l'individu a peu de place, puisqu'il est nécessairement le reflet des caractéristiques de la communauté dans son ensemble. Deuxième élément que vous voyez dans le petit texte que je vous ai lu, c'est que cette identité communautaire n'est pas ponctuelle, changeante, mais elle est perçue comme une identité éternelle. C'est depuis le fond des âges que, je ne sais plus, les gens d'Aiguille sont, je ne sais plus ce qu'ils sont, laborieux et simples et actifs, voilà. Et donc, la fatalité du type, la fatalité de la communauté par rapport à l'individu est d'autant plus forte parce que c'est quelque chose qui est perçu comme immuable. Et on verra quand on travaillera la fois prochaine sur la naissance de l'extrême droite que du coup c'est une identité en même temps extrêmement fragile parce que dès qu'on s'en écarte, c'est la catastrophe. Or on s'en écarte tout le temps et du coup il faut intervenir tout le temps. Alors, je voudrais vous montrer que, notamment à partir de la fin du XIXe siècle et jusqu'en 1945, ce genre de description d'une identité nationale sont absolument courantes. On trouve ça partout. Vous en aurez beaucoup d'exemples dans ce livre de Edmond-Marc Lipiansky, L'identité française, représentation, mythe, idéologie. C'est quelqu'un qui a travaillé sur les textes qui, à partir de la fin du XIXe siècle jusqu'en 1945, qui parlaient de l'identité française, notamment les essais. Et vous allez voir qu'on est toujours dans la même option. Alors, l'identité française. Leur amour de la vie engendre leur optimisme et leur gaieté. Les Français, ils sont optimistes et gais. Leur bonhomie et leur jovialité. Et proche des êtres et des choses, le français se distingue par son sens pratique. Dans l'existence de chaque jour, c'est un réaliste qui a le pied, il n'y en a qu'un, sur la terre, qui va jusqu'à l'ingéniosité et la fameuse débrouillardise. Je vous donne un autre exemple. Alors, c'est encore plus parlant parce que c'est une comparaison France-Allemagne. L'identité nationale française, l'identité nationale allemande. Alors que l'âme française est un harmonieux équilibre, alors ça c'est Lipiansky qui résume, hein. Alors que l'âme française est un harmonieux équilibre entre l'intelligence, la volonté et la sensibilité, on ne trouve rien de tel chez l'allemand.
Là, la volonté prime tout. Là où le caractère français accorde à l'intelligence une position dominante, là où il affirme l'empire de la raison, l'âme allemande proclame les forces de l'instinct. Elle se complaît dans l'obscur, le ténébreux, l'irrationnel. Quand ils invoquent la mesure, l'équilibre, la nuance, les Français, l'allemand, lui, exalte le colossal, avec un cas, l'infini, l'absolu. Il y a encore plus loin. Alors ça, c'est une citation. Tandis que l'allemand se soumet à tous les jougs, l'autorité étant considérée par lui comme un fait inéluctable, devant lequel on ne peut pas ne pas s'incliner, le français veut être indépendant et en tout état de cause demeurer son maître, etc. Ça, c'est en 36. 1936. Pas Lipiansky. Lipiansky, c'était les années 90. Mais les citations que j'ai sorties, c'est en 36. 94 peut-être. 91. Donc, d'ailleurs, beaucoup de livres sont titrés « L'âme française », l'esprit allemand, etc. Vous avez vu, on a parlé de construction de l'identité collective, construction imaginaire, mais aussi un essai de construction réelle, de les rendre réellement les uns comme les autres. Alors, le livre de Anne-Marie Thiès, elle raconte cette construction. Bon, j'ai pas le temps de vous évidemment de vous le raconter en détail. Je donne un exemple. C'est que à partir des années 1860, il y a une mode qui s'installe, on pourrait dire, qui est de retrouver des ancêtres et surtout une culture ancestrale. Ça commence avec un jeune étudiant qui s'appelle Macpherson, si je me souviens bien. Je peux l'avoir ici. Bon, c'est pas grave. Macpherson, à qui des érudits demandent de faire une enquête de tradition orale sur le terrain. C'est en Écosse. On est en autour de 1860. Et ce garçon fait bien le travail, c'est-à-dire qu'il rapporte des contes, des chants, etc. Et on lui dit, mais c'est extraordinaire, il faut que tu continues à faire ça. Et lui, il a envie d'écrire des poèmes, il n'a pas du tout envie de faire ça, mais comme il faut qu'il se lance, que sa carrière littéraire n'est pas encore commencée, il fait tout ce qu'on lui dit. Et au bout d'un moment, il a ramassé vraiment beaucoup de contes, de légendes. On lui dit, mais ça ne va pas encore. Parce que c'est des choses éparpillées. Il faudrait qu'avec tout ça, tu nous montres l'épopée qui a le temps. Et il va le faire. C'est-à-dire qu'avec tous ces morceaux éparpillés, il va repartir, et puis il va revenir en ayant un poème épique qui est, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais du barde Ossian.
le barde Ossian, il chante, il raconte une épopée extraordinaire et qui est présentée comme quelque chose de très très ancien qui représente l'âme écossaise, la culture écossaise, on dirait aujourd'hui, dans sa splendeur. Ces textes, une fois qu'ils sont publiés, vont faire le tour de l'Europe et dans des tas d'autres pays, il va y avoir la même chose. C'est-à-dire des gens qui vont dire qu'ils ont retrouvé des textes qui expriment l'âme mémorable des ancêtres et qui sont des récits épiques, magnifiques, etc. Alors, problème, à un moment, il y a d'autres érudits qui disent « mais d'où il les sort là, tous ces... Et on ne retrouve pas. Alors, les gens qui sont les mentors un peu d'Ossian, ils disent on va vous retrouver ça, on va... Mais en fait, on n'y arrivera jamais vraiment. Et évidemment, les érudits, ils crient au scandale. D'ailleurs, en disant, ce mec, il a tout inventé. Il a pris quelques poèmes, quelques chants, etc. Et à partir de là, il a lui-même écrit une épopée. Mais ça ne change absolument rien, c'est-à-dire que ça ne va rien enlever à l'extraordinaire succès de cette histoire du barde Ossian. Et je vous dis, ça va passer d'un pays à l'autre, c'est-à-dire qu'on va trouver un barde quasiment dans tous les pays. En Russie, il y a un prince qui lui-même, après avoir lu Ossian, c'est-à-dire Macpherson, va découvrir des vieux chants slaves et des vieilles légendes, etc. Il va le publier et ça va avoir un succès extraordinaire. On va faire un opéra, vous savez, le fameux Prince Igor, qui est sorti de là, etc. Ça sera pareil en Grèce, où il y aura exactement le même phénomène, où on va trouver des documents qui sont censés nous raconter ce qui s'est passé dans la plus extrême antiquité, mais après l'antiquité grecque, parce que là on sait ce qui s'est passé. Le succès d'ouvrages littéraires qui ont de la valeur, hein, comme ouvrages littéraires, c'est pas... Mais plus beaucoup de monde aujourd'hui pense que c'est véritablement les écrits, la restitution authentique de la culture écossaise du IIIe siècle. Hein, va permettre aux Écossais et aux Anglais, parce qu'à cette époque les Anglais se servent de cette histoire aussi, ça va leur permettre de dire « mais nous, on a notre Homère. Nous aussi, on a une culture ancestrale qui est extraordinaire. » Et ces Grecs-là, avec leur Homère et tout, ils font les pharaons, mais en fait, nous, on a la même chose. Et nous aussi, on est une grande nation. Et nous aussi, on devrait prédominer. Et alors, comme vous imaginez, les Français qui prédominaient, ils se sont mis à dire « mais nous, les Gaulois aussi, on a des monuments qui montrent que il s'est passé des choses extraordinaires, etc. » Sur les Gaulois, je m'attarde juste une seconde. Alors, je ne peux pas vous raconter, je voulais vous raconter toute l'histoire des Gaulois, c'est trop. Il me faut une soirée pour raconter l'histoire des Gaulois et comment on a, à partir du XIIe siècle, on se met à... Vous savez qu'avant, c'était pas les Gaulois, c'était les Troyens, nos ancêtres
extraordinaires, etc. Puis à un moment, ça devient les Gaulois. Et puis au XIXe siècle, cette histoire de Gaulois, ça prend des proportions extraordinaires. Sur le coq gaulois. Coq gaulois. En fait, le coq gaulois n'est pas gaulois du tout, parce que les Gaulois n'accordaient pas une importance particulière au coq. Au contraire. Et en fait, le début de l'histoire, ça vient de Jules César, qui se moque des Gaulois, en disant que les Gaulois, alors, il se sert de Gallus, Gaulois et coq, hein, moi je suis nul en... C'est ça, Gaulois et coq, ça veut dire pour dire, les Gaulois, ils sont comme des coqs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont prétentieux, querelleurs, et qu'en fait, derrière cet esprit de querelle et tout, ils sont comme des coqs, finalement, juste une volaille un peu faible. Et ça va durer très longtemps, c'est-à-dire que pendant longtemps, ça permettra de se moquer des Gaulois. Et quand on va là aussi restituer à un moment cette histoire de coq, ça sera au détriment des Français. D'autant plus que dans le bestiaire du Moyen-Âge, le coq, il est une des représentations de la luxure. Alors, dans la France très chrétienne, ça ne pouvait pas être un emblème de la France. Hein. Donc, cet objet de moquerie, et qui le restera très longtemps, là, en relisant la querelle entre Renan et Strauss. Strauss se moque encore du coq querelleur français. On est en 1870. Mais les Français, à partir du 15e, 16e siècle, ils commencent à retourner le coq et à le voir non plus comme querelleur, comme une volaille, mais comme, au contraire, l'image de celui qui nous réveille le matin. Ils insistent beaucoup là-dessus. Les gens ne vont pas aux matines et le coq, lui, il nous réveille. Et puis, comme valeureux, viril. Viril, il a beaucoup de poules. Valeureux, capable de se battre contre n'importe qui, etc. Et au XIXe siècle, au moment où on remet sur le devant de la scène les Gaulois, nos ancêtres valeureux, qui, comme nous, sont blonds, très grands, très forts à la guerre, etc. Le coq vient avec. Et à ce moment-là, on a complètement oublié que, en fait, c'était une source de raillerie pendant des siècles. Les Allemands, par exemple, comparant le coq à l'aigle. Le coq, c'est une petite volaille ridicule, et l'aigle, il est majestueux. Et les Anglais aussi, comparant le coq au jaguar, qu'ils ont sur leur drapeau. Et Strauss, en 1870, se moque encore de la volaille par rapport à l'aigle allemand. Eh bien, ce coq devient l'emblème, un des emblèmes de la France, et un emblème évidemment, qui donne de la valeur, et qu'on va appeler coq gaulois. C'est-à-dire qu'on reconstitue l'histoire, et on en fait une histoire éternelle des Français. Les Français, déjà, ils étaient comme des coqs à l'époque des Gaulois. La preuve, c'est que le coq gaulois, eh bien, c'est encore notre emblème aujourd'hui. Vous voyez, une reconstruction complète dont
la finalité est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la représentation d'une communauté qui a la même identité, qui est une identité culturelle, qui est une identité d'essence, et qui l'est de façon éternelle. C'est immuable, les Français, ils ont toujours été comme ça, ils ont toujours été comme les Gaulois, etc. Alors un peu querelleur, c'est vrai, mais avec un tel courage, une telle valeur au combat, etc. Donc, ce petit exemple, c'est juste un petit, parce que lisez Anne-Marie Thiès, il y en a des milliers. C'est-à-dire que cette reconstruction qui aboutit à une idée d'identité nationale, alors qu'on se trouve encore dans des pays où il y a je ne sais pas combien de langues, où il y a des cultures différentes, etc., eh bien, c'est quelque chose qui est une fabrication, hein, une fabrication identitaire, imaginaire, et autant que possible, essayant de faire en sorte que la réalité mime cet imaginaire. Alors, je vais finir en revenant à Renan. Non. Renan, dans ses écrits sur l'islam, les traditions juives, la culture juive, etc., en fait, il correspond assez bien à cet esprit identitaire, cette conception identitaire, parce que il y a des textes qui sont quasi racistes sur notre belle langue indo-européenne et cette culture bâclée qu'ont les musulmans, qu'ont les juifs, etc. Donc il serait un bon candidat pour nous raconter une histoire comme celle dont parle Anne-Marie Thiès ou Lipiansky. Seulement voilà, il y a la guerre de 71, les Allemands gagnent, et ils nous prennent l'Alsace et la Lorraine. Et au nom de quoi ils le justifient? Eh bien, au nom de l'identité germanique de l'Alsace-Lorraine. Ah, l'Alsace-Lorraine, et là, ils parlent encore un langage germanique. Ils ont encore une culture germanique. Et donc, c'est normal que on récupère dans l'Allemagne un pays, une région qui a la même identité que nous et qui a été allemande il y a un certain temps. Renan, il ne peut pas être d'accord avec ça. D'autant plus qu'il est, lui, il est nationaliste. Ça a été un malheur pour lui, cette histoire d'annexion de l'Alsace-Lorraine. Et il polémique donc avec des intellectuels allemands, avec Mommsen, le grand historien Mommsen, et avec David Friedrich Strauss. Et lui, qui avait tout pour écrire une histoire identitaire, il se met à expliquer à Strauss que cette imagerie identitaire, elle ne tient pas du tout. Je vous lis. Donc c'est dans Qu'est-ce qu'une nation? Non, oui, c'est dans Qu'est-ce qu'une nation, mais c'est des lettres qu'il envoie à Strauss. Voilà comment il lui parle. Notre politique, c'est la politique du droit des nations. La vôtre, c'est la politique des races. Nous croyons que la nôtre vaut mieux. La division trop accusée de l'humanité en races, outre qu'elle repose sur une erreur scientifique,
très peu de pays possédant une race vraiment pure, ne peut mener qu'à des guerres d'extermination, à des guerres zoologiques, permettez-moi de le dire, analogues à celles que les diverses espèces de rongeurs ou de carnassiers se livrent pour la vie. Et un peu plus bas, sur les langues, la philologie comparée que vous avez créée et que vous avez transportée à tort sur le terrain de la politique vous jouera de mauvais tours. Non, c'est pas ce passage-là que je voulais. Ce qu'il dit sur les langues. Ce que nous venons de dire de la race, il faut le dire de la langue. La langue invite à se réunir, elle n'y force pas. Les États-Unis et l'Angleterre, l'Amérique espagnole et l'Espagne parlent la même langue, mais ne forment pas une seule nation. Au contraire, la Suisse, si bien faite puisqu'elle a été faite par l'assentiment de ses différentes parties, compte 3 ou 4 langues. Il y a dans l'homme quelque chose de supérieur à la langue. C'est la volonté. La volonté de la Suisse d'être unie, malgré la variété de ses idiomes, est un fait bien plus important qu'une similitude souvent obtenue par des vexations. Donc vous voyez, je vous lis juste des petits passages, c'est une attaque en règle contre justement ces argumentaires identitaires. Il répond à Strauss et à Mommsen en leur disant la langue, ça ne fait pas une nation, la race, ça fait pas une nation, la religion, ça fait pas une nation, et même la culture, ça fait pas une nation. Ce qui fait la nation, c'est que les gens sont d'accord pour la constituer. C'est la volonté. Mais, comme en même temps, sa culture à lui, c'est une culture justement des Indo-Européens il y a très longtemps, etc. Et voilà ce que ça va donner. Une nation est une âme, un principe spirituel. Alors ça, c'est bien dans Qu'est-ce qu'une nation ? Une nation est une âme, un principe spirituel. Ça avait l'air de partir dans le sens de Strauss. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituant cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Et, passage célèbre, une nation est donc une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de la vie. Pour répondre à ces contradicteurs allemands, il est obligé de dire que ce qui importe le plus, c'est le consentement. Les Alsaciens, est-ce qu'ils vont être français ou allemands ? Eh bien, demandez-leur. C'est leur consentement, leur volonté qui doit être déterminante. Et, en plus, il est obligé de refaire tout un travail par rapport à lui-même, entre autres, pour dire, comment ça se constitue une nation ? C'est que on fait des choses ensemble, on a, par exemple, on s'est battu contre quelqu'un ensemble, on a eu des expériences communes, etc. Et ça fait quelque chose qui nous réunit.
Mais cette façon de le présenter, et comme vous voyez, elle s'est détachée des conceptions identitaires, éternelles, immuables, etc. Parce que ça dépend des gens. Et il le dit d'ailleurs, Renan, si à un moment, bien qu'ils aient fait des choses ensemble, ils veulent plus se voir, eh bien ils se détachent les uns des autres. C'est la volonté qui est quand même, en dernière instance, déterminante. Et donc, dans le cas de Renan, il aurait dû être comme les auteurs dont parle Lipiński, mais comme les Allemands l'ont été avant lui, en quelque sorte, et ont pu légitimer leur annexion de l'Alsace-Lorraine, eh bien, vous trouvez chez Renan une magnifique critique de ces conceptions identitaires, ce qui est un cas de figure très particulier, et qui fait que, d'ailleurs, les commentaires sur qu'est-ce qu'une nation, etc., sont des commentaires, quand on les lit, totalement contradictoires les uns avec les autres. Parce que la position de Renan, elle doit être extrêmement nuancée. Voilà. Mais, malheureusement, tout le monde n'est pas Renan, c'est-à-dire capable de faire tout ce travail critique, y compris sur ses propres présupposés. Et généralement, à partir du milieu du XIXe siècle, parmi les nationalistes, et vous voyez le rapport entre la conception identitaire et le nationalisme, avec l'histoire de l'Alsace-Lorraine, ce qu'on a vu dans la première partie, c'est-à-dire cette conception où ce qui importe le plus, ce n'est pas la justice, les combats sociaux, etc., mais c'est que notre communauté fasse bloc derrière ses chefs pour battre l'ennemi, et la conception identitaire, qui est plus une conception politique, mais qui est une conception culturelle, disant, par essence, tous les gens de Roquevert et tous les Français, ils ont le même esprit, la même âme, la même race, mais qui, en France, va avoir souvent un sens qui n'est pas biologique. C'est race au sens culturel. Tout ça, au lieu que ça se sépare, ça va être une philosophie d'ensemble. Ça sera le nationalisme identitaire du XIXe siècle. Et ce nationalisme identitaire, je finirai là-dessus, si j'ai compris quelque chose à l'histoire, il a une part importante dans la constitution de systèmes extrêmement autoritaires, contre, justement, par exemple, dans les années 30, dans un certain nombre de pays, et dans les boucheries qui se sont produites au cours de la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, éventuellement la deuxième en partie, mais aussi les déplacements de population, etc. Je m'arrête là. En février, on va continuer en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va voir comment l'extrême droite reprend tout cet héritage intellectuel et va y ajouter quelque chose, il faudra voir quoi, mais il y a déjà quelque chose qui est lancé et qui, vous voyez, correspond à une conception de la société, pas seulement une conception des rapports entre nations. Voilà, je m'arrête là-dessus pour qu'on ait le temps de parler.